Salut les terriens, bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire consacré au programme Starship de SpaceX, le journal de la Starbase, chaque mercredi à 18h sur le JDE. Bon, vous le savez sans doute déjà, dans sa quête de colonisation de Mars, SpaceX tente de développer une fusée surpuissante et à 100% réutilisable. C'est dans cette quête du Saint Graal spatial que la semaine dernière, nous avons enfin assisté au point d'orgue de cette folle aventure, avec cette deuxième tentative de lancement que vous avez d'ailleurs peut-être suivi en direct avec nous. Bref, il a fallu nous armer de pas mal de patience avant d'assister à cet événement censé à terme révolutionner l'aérospatiale du 21e siècle, mais pour l'heure, revenons en détail sur ces 7 derniers jours de folie, c'est parti. Et on commence avec les nouvelles un peu légères de la semaine, histoire de relâcher un petit peu la pression de ces derniers jours et de rire un bon coup, parce que l'humour sauve tout. La communauté des fans de SpaceX pourrait parfois passer pour une secte apocalyptique de la conquête spatiale, comme l'illustre bien ce petit gif comique partagé par Chris Bergin. Et à côté, comme le dit Ufotinic, l'économie mondiale risque en effet de pâtir d'une baisse significative d'activité précisément lors des fenêtres de tir du Starship. En tout cas, si je me fie à vos commentaires, je vois énormément de personnes qui posent congé les jours de lancement, ou qui vont tout simplement regarder les lancements en direct au boulot. Alors est-ce plutôt là une folie collective ou un réel engouement pour une technologie en cours de développement? En tout cas, au vu du nombre de lives et du nombre de spectateurs sur chacun de ces lives, il est évident que le Starship déchaîne les passions. D'ailleurs, même les chaînes de télévision en ont parlé ces 2 dernières semaines. Je l'évoquais en introduction, la première tentative de lancement le lundi 17 avril après-midi a malheureusement été annulée, ça vous le savez si vous avez suivi le live avec nous, mais je le reprécise au cas où vous auriez hiberné la semaine dernière. Cette annulation était due à une simple valve d'alimentation du premier étage qui est restée gelée, mais on revient là-dessus dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, dès le lendemain, SpaceX annonçait déjà la date de la seconde tentative de lancement, qui aurait lieu le jeudi 20 avril, soit 3 jours après seulement. Et tandis que Zach Golden, notre Sherlock Holmes du Texas, tentait de se reconvertir en photographe professionnel depuis les airs, sous l'égide de Mauricio de RGV Aerial Photography, eh bien pendant ce temps, un convoi interminable s'approchait de la Starbase. En effet, l'annulation de la première tentative, c'était regrettable mais hélas assez prévisible, puisque vous le savez, envoyer une fusée dans l'espace ça reste un exploit technologique, même de nos jours, surtout quand cette fusée est aussi énorme que le Starship. On peut regretter aussi le gâchis évident en termes de ressources, et notamment au niveau des ergols, dont une bonne partie s'est dissoute dans l'atmosphère. Ici, sur la totalité des ergols qui ont servi à remplir les réservoirs des 2 étages, environ 65% ont pu être récupérés, il y a donc eu quand même 35% de pertes. De ce fait, on a aussi eu droit à cette ribambelle de camions faisant littéralement la queue pour livrer à nouveau la ferme orbitale en ergol juste après l'annonce de l'annulation de lancement, et ce en prévision de la seconde tentative. Pour le coup, il faut admettre que la logistique est assez bien rodée chez SpaceX, même si ici il faudrait au total entre 240 et 260 camions pour remplir le Starship. On espère donc que ce système s'améliore par la suite pour éviter les embouteillages à Boca Chica. Bon, ici, il faut dire aussi qu'il n'y avait que 3 jours seulement entre les 2 fenêtres de tir, et c'est vrai que ça ne laisse pas beaucoup de temps pour se préparer à nouveau, mais SpaceX n'est pas du genre à procrastiner comme vous le savez. Si vous aimez les chiffres, je vous invite d'ailleurs à regarder ceux que Grand Padjo avance sur son profil Twitter, il est plutôt calé dans son domaine. On l'évoquait la semaine dernière, les équipes de la Starbase s'affairaient en pleine nuit au pied du booster sur la table orbitale, sans doute afin de réparer ou de remplacer la vanne défectueuse, et ce jusqu'au petit matin. Il s'agissait alors de faire en sorte que tout soit prêt pour la seconde tentative du 20 avril. Il est tout à fait probable que l'incident puisse être en rapport avec la phase de purge de l'azote liquide destinée à chasser les particules d'eau dans les tuyaux d'alimentation avant le remplissage des réservoirs. De son côté, et depuis son QG de Boca Chica, le PDG de SpaceX n'y allait pas par 4 chemins, le 16 avril dernier, la veille de la première tentative, pour tempérer l'enthousiasme de ses équipes et des passionnés du programme Starship. Oui, c'est le monde à l'envers, Elon Musk a bien essayé de tempérer les autres. Je cite « Revoyez vos attentes à la baisse », c'était en gros le message qu'il donna en interview à Gail Alfar, une ancienne vétéran de l'armée américaine, auteur passionné par les énergies renouvelables, et qui a déjà rencontré le PDG de Tesla plusieurs fois. Il en a profité également pour redonner sa définition d'une tentative de tir orbital réussi. En effet, selon lui, si le succès consiste à simplement atteindre l'orbite, eh bien cela n'arrivera justement pas sur ce lancement, mais si au contraire le succès consiste à récolter des données, alors là on pourra parler de succès, et ce même si les 2 étages n'arrivent pas à revenir sur Terre. Je l'évoquais en introduction, la première tentative de lancement le lundi 17 avril après-midi a malheureusement été annulée, ça vous le savez si vous avez suivi le live avec nous, mais je le reprécise au cas où vous auriez hiberné la semaine dernière. SpaceX annonçait dans la foulée que la seconde tentative de lancement serait fixée au jeudi 20 avril, soit 3 jours seulement après ce faux départ, et après de longs mois d'attente, cette fois c'était la bonne.
Attendu impatiemment par certains, redouté par d'autres, le rêve s'est enfin confronté au réel, et je vais donc retracer avec autant de détails que possible le film de cette journée historique que vous avez peut-être vécu avec nous en direct sur la chaîne. Après une première phase de remplissage des réservoirs en oxygène et méthane liquide, déroulée sans anicroche, le compte à rebours s'est soudainement stoppé moins d'une minute avant la mise à feu, d'où la crainte d'un nouveau report comme le lundi précédent. Contre toute attente, celui-ci a repris 4 minutes plus tard, sans préavis. Alors, qu'a-t-il pu se passer dans ce laps de temps aussi court ? Différents scénarios sont possibles bien sûr, mais je ne suis pas dans la confidence des hautes instances de SpaceX, je n'en ai donc retenu qu'un seul au final, celui que je trouve le plus plausible de tous. Ici, sachant qu'un aléa technique réel ne peut pas être réglé en moins de 4 minutes, il serait tout à fait probable que la problématique puisse avoir été tranchée par une décision prise au plus haut niveau, c'est-à-dire par Elon Musk lui-même. Une alarme défaut est sans doute apparue sur un ou plusieurs moteurs du booster, remettant en cause l'opportunité du lancement. Il est alors tout à fait possible qu'Elon, présent dans la salle d'opération, ait choisi la solution du tir envers et contre tous, ignorant les conseils de prudence de ses ingénieurs. Il fallait absolument que le tandem B7 et S24 décolle enfin de sa table, validant ainsi des années de réflexion, d'hésitation, de choix risqués. Le verdict d'Elon Musk tombe alors, tir orbital dans 4 minutes. La pression médiatique se faisant sentir et pesant sur l'événement, un nouveau report aurait tout à fait pu être vécu par l'ensemble des acteurs et de la communauté comme une véritable déception, voire une faiblesse congénitale d'un projet qui fait beaucoup de bruit pour peu de résultats. Le compte à rebours reprend ensuite pour une durée de 30 secondes, aboutissant par la mise à feu des 33 moteurs du booster. Seulement voilà, non, le compte des moteurs allumés n'y est pas, et c'est là justement où le bas blesse, c'est le moment où tout bascule. Clairement, même les moins avertis d'entre nous ont réalisé que quelque chose ne se passait pas comme prévu. Ici, entre l'allumage des moteurs et le premier signe de mouvement du vaisseau, il s'écoule près de 7 secondes, ce qui paraît une éternité, où l'on se demande si le vaisseau ne va pas basculer et réduire à néant le pas de tir. Sur cette vidéo de SpaceX, on voit clairement des blocs impossibles à identifier, éjectés dans toutes les directions et s'écraser sur Terre ou finir en mer. On devine derrière ce panache de fumée, de poussière et de tôle éjectée qu'un véritable enfer est en train de se déchaîner sur le pas de tir entre les jambes de la table orbitale. On revient d'ailleurs dessus dans un petit moment, c'est pas joli, tandis que la fusée, en véritable tour de piste de flammes et de glace, a du mal à s'extraire de la gravité terrestre. Alors pourquoi le vaisseau semble-t-il si lent ? Il est pourtant surmotorisé avec son rapport poussée-poids de 1,5 qui devrait le faire bondir vers le ciel. Mais c'est alors que les premiers indices apparaissent, le vaisseau ayant enfin pris un petit peu d'altitude, on voit que 3 moteurs manquent à l'appel sur le petit schéma que SpaceX a mis à disposition sur son live. En regardant les images prises par la caméra, sous la table, juste avant le départ, on voit clairement que le moteur central E1 ne fume pas, ce qui indique un défaut de conditionnement thermique. Ces données étaient d'ailleurs forcément en possession d'Elon Musk et de ses ingénieurs avant le top départ. Au total, ce seront donc 3 moteurs qui ne s'allumeront pas, un central et 2 périphériques, le booster perdant ainsi 690 tonnes de poussée, c'est-à-dire près de 10%, ce qui reste néanmoins facilement compensable par les autres, surtout qu'ils sont loin de leur poussée maximale, estimée à environ 70% de puissance selon la chaîne Terran Space Academy. La fusée dépasse maintenant en slow motion, comme dirait Musk qui ne manque pas d'humour, le sommet de la table orbitale, mais elle n'est pas sur un axe vertical, elle glisse inclinée sur le côté, cherchant désespérément son équilibre. La poussée asymétrique la déséquilibre et il est même probable que des tuyères du booster aient touché l'anneau interne de celle-ci, occasionnant des dégâts plus ou moins importants. Le vol se poursuit alors tant bien que mal, mais rapidement la stabilité du vaisseau semble compromise, le choc avec la table a peut-être détérioré le système de commande d'orientation des moteurs. On voit alors une explosion sur les images vers 29 secondes, sans doute des fuites sur le circuit hydraulique, également provoquées par les défaillances successives des Raptors. La commande de ceux-ci et donc le pilotage du vaisseau est perdu. Un gros incendie moteur se déclenche vers 50 secondes de vol, il laisse derrière le vaisseau une flamme orangée alors que la combustion normale des autres moteurs est quasi invisible. Avec dorénavant 6 moteurs perdus, le vaisseau est en manque de vitesse par rapport à l'attendu, le max Q est décalé car vers 13 km d'altitude, la vitesse n'est alors que de 1100 km/h, c'est-à-dire subsonique. Le passage en supersonique s'est probablement passé plus tard vers 19 km d'altitude dans une atmosphère déjà raréfiée. Sur les écrans, on voit que l'indicateur du niveau d'oxygène liquide baisse plus vite que celui du méthane. Les incidents moteurs ont probablement provoqué des ruptures de tuyauterie, libérant de l'oxygène liquide directement dans l'atmosphère. On voit d'ailleurs assez clairement un panache blanc sortir des flancs du booster en vol. Pour résumer, le Starship a mis plus longtemps qu'une fusée normale à être libérée de la table, et les moteurs ont lâché les uns après les autres, ce qui a dû peser sur le plan de vol dès le départ. La question de l'étape de la séparation se pose, la mise en rotation était-elle volontaire ? L'autre possibilité, c'est que le déséquilibre dû au moteur éteint ait amorcé la rotation qui n'était pas du tout celle voulue pour la séparation, et que l'ensemble soit juste parti en vrille avant même de démarrer la manœuvre de séparation.
Le vaisseau en tout cas est désormais hors de contrôle, il part en vrille, fait 2 ou 3 loopings en un seul morceau, une performance impressionnante qui prouve d'ailleurs que la structure de l'ensemble est tout de même solide. L'altitude maximale atteinte aura été de 39 km au lieu de 60 pour une fin normale de mission, puis ces diverses cabrioles le ramèneront vers 29 km avant une destruction télécommandée par les FTS, dont on pensait qu'elle ne viendrait jamais sur le coup. Il n'y avait bien sûr pas de séparation du Starship possible dans de telles conditions de vol, la centrale inertielle de bord étant devenue folle, et de toute façon, le booster n'ayant pas pu remplir sa mission, le Starship n'aurait jamais pu rejoindre sa trajectoire attendue. C'est donc ainsi que le B7 et le S-24 ont achevé dans une explosion leur courte carrière de prototype. Juste après ça, au sol, le nuage de poussière et de sable se dissipe enfin, offrant désormais un spectacle de désolation, et certaines vidéos se mettent à circuler, témoignant de l'extrême violence des premières secondes du lancement. La puissance totalement folle du Heavy Booster, pourtant à 70% de puissance seulement avec 3 moteurs en moins, a réduit en cendres le pas de tir et les environs. On peut notamment voir, et je trouve que c'est l'image la plus impressionnante, un large cratère en lieu et place d'un béton fondac bien lisse sous la table orbitale qui met à nu les fondations de cette dernière. Des portes blindées de la table ont aussi été arrachées, la ferme à ergols elle est toute cabossée, couverte d'impact, le sol est arraché sur de vastes étendues autour du pas de tir, des véhicules sont même renversés, des blocs de béton jonchent le site de tous les côtés et la Highway 4 qui mène à la Starbase a été endommagée. Ici, ce qui est certain, c'est que des investigations poussées devront être réalisées pour revalider tous les circuits de cette complexe installation, et ça risque de prendre du temps. Si on fait le topo là-dessus, au niveau des points négatifs, il faut bien le dire, SpaceX s'est lourdement trompé sur le design de son site de lancement, et le feu diabolique du booster a été destructeur bien au-delà de ce qui était prévu ou admissible. Probablement d'ailleurs que la FAA, au regard des nuisances créées sur l'environnement, ne redonnera pas de sitôt le feu vert à SpaceX, et une nouvelle étude d'impact peut voir le jour rapidement. Ensuite, peut-être un autre point critique, c'est celui de la fiabilité des Raptors. Il va falloir bien améliorer leur allumage, en tout cas leur démarrage, si SpaceX veut faire décoller sa fusée sans perdre quelques petits sous la jupe du booster. Pour revenir sur le sujet du pas de tir, Elon Musk admet lui-même qu'il avait tort concernant le déluge d'eau qui n'a pas pu être construit à temps. Un dispositif sur lequel ses équipes et lui-même ont décidé de faire l'impasse. Selon lui, il faudra attendre 1 voire 2 mois, le temps des réparations, avant de pouvoir assister à une autre tentative de lancement, mais bon, vous commencez à être habitué avec les prédictions d'Elon, ce que j'appelle d'ailleurs le calendrier muskien, il est donc plutôt probable que nous entrions à nouveau dans une longue période sans lancement. Au niveau des points positifs, tout d'abord on peut noter l'étonnante puissance et la résistance du booster, capable de décoller avec 3 moteurs en moins, de tenir en l'air avec 6 moteurs perdus et de résister au feu. Les incendies de plusieurs moteurs n'ont pas mené à sa destruction, donc le cloisonnement de ces derniers est efficace et permet de sauver temporairement le vaisseau. N'oublions pas non plus la solidité du vaisseau et du booster qui ont fait bloc et qui, même après 2 à 3 loopings, ne se sont pas désintégrés. Un fait unique dans l'histoire des fusées puisqu'aucune n'a jamais résisté à ce genre de pirouette par le passé. Enfin, notons aussi le bon fonctionnement de la plupart des Raptors avec une combustion parfaite et de jolies lumières bleues dans les tuyères. Bref, en tout cas, il reste un long chemin à parcourir pour Musk et son entreprise avant que cette fusée surpuissante et titanesque soit à la hauteur des espoirs qu'elle suscite un peu partout dans le monde. Cet incroyable défi technologique n'est pas encore gagné, loin s'en faut, mais il n'est pas perdu non plus. C'est pourquoi cette journée épique marque un nouveau départ dans la course à l'espace, et encore un grand merci les terriens de l'avoir suivi en direct avec nous. Merci les terriens d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce de YouTube si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est bien sûr gratuit. Et si vous avez un petit message à faire passer à l'équipe du JDS, c'est dans les commentaires que ça se passe. On se retrouve vendredi pour l'actualité spatiale de la semaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao les terriens.